affirme en sachant que la diplomatie est difficile. Les résultats sont parfois insatisfaisants. C'est rarement populaire sur le plan politique. Mais je pense que les dirigeants de grandes nations, en particulier, ont l'obligation de prendre de tels risques, justement parce que nous sommes suffisamment forts pour protéger nos intérêts lorsque la diplomatie échoue. Je pense également que pour pouvoir avancer en cette ère nouvelle, nous devons être suffisamment forts pour le reconnaître lorsque l'action menée ne fonctionne pas. Pendant 50 ans, les États-Unis ont mis en œuvre une politique relative à Cuba qui n'a pas amélioré la vie de la population cubaine. Nous avons modifié cela. Nous continuons d'avoir des divergences avec le gouvernement cubain. Nous continuerons de défendre les droits de l'homme, mais nous abordons ces questions au moyen de relations diplomatiques, davantage de commerce, des relations entre les populations. Alors que ces contacts permettent des progrès, je suis convaincu que notre Congrès, à terme, lèvera l'embargo qui ne devrait plus être en place. Le changement ne se produira pas du jour au lendemain à Cuba, mais je suis convaincu que l'esprit d'ouverture et non pas la coercition appuiera les réformes nécessaires et améliorera la vie de la population cubaine. Elle le mérite. Cuba réussira si ce pays poursuit la coopération avec d'autres nations. J'en suis convaincu. Si les grandes puissances ont intérêt à défendre les normes internationales, c'est encore plus vrai pour les autres membres de la communauté des nations. Examinons la situation dans le monde, de Singapour à la Colombie, du Sénégal à d'autres pays. Les nations réussissent lorsqu'elles recherchent une paix inclusive et la prospérité sur le plan national, lorsqu'on travaille dans la coopération avec des pays étrangers. Cette voie est maintenant disponible comme un pays comme l'Iran. Actuellement, ce pays continue d'utiliser des auxiliaires pour promouvoir ses intérêts. Ces efforts pourraient sembler donner des atouts pour régler les différends avec les pays voisins, mais cela alimente des conflits sectaires qui mettent en danger toute la région et cela isole l'Iran des bénéfices, des avantages du commerce et des échanges. Le peuple iranien peut être fier de son histoire et le peuple iranien a un potentiel exceptionnel. Mais lorsqu'on proclame mort à l'Amérique, cela ne crée pas des emplois, cela ne rend pas l'Iran plus sûr. Si l'Iran choisit une voie différente, ce sera une bonne chose pour la sécurité de la région, une bonne chose pour le peuple iranien, une bonne chose pour le monde entier. Bien sûr, dans le monde, nous continuerons de faire face à des nations qui rejettent les enseignements de l'histoire. Des endroits où les conflits civils, les différends frontaliers, les guerres sectaires suscitent des enclaves terroristes et des catastrophes humanitaires. Où l'ordre s'est complètement effondré. Nous devons agir. Mais nous serons plus forts lorsque nous agirons ensemble. Dans le cadre de ces efforts, les États-Unis joueront toujours leur rôle. Nous le ferons en étant conscients des enseignements du passé. Pas seulement les enseignements tirés en Irak, mais aussi l'exemple de la Libye, où nous nous sommes associés à une coalition internationale avec un mandat onusien pour empêcher un massacre, alors même qu'on a aidé le peuple libyen à mettre fin au règne d'un tyran. Notre coalition aurait dû en faire plus pour remplir le vide qui avait été créé. Nous savons gré à l'ONU des efforts déployés pour mettre en place un gouvernement d'unité. Nous apporterons une aide à tout gouvernement libyen légitime alors qu'il va travailler pour rassembler le pays. Mais nous devons également être conscients du fait qu'on doit travailler plus efficacement à l'avenir en tant que communauté internationale pour renforcer les capacités pour notamment les États en détresse, et cela avant leur effondrement.
C'est pour cela qu'on doit se féliciter du fait qu'un peu plus tard aujourd'hui, les États-Unis vont s'associer à plus de 50 pays pour dégager de nouvelles capacités, des moyens d'infanterie, de renseignement, des hélicoptères, des hôpitaux et des dizaines de milliers de militaires pour renforcer le maintien de la paix de l'ONU. Ces nouvelles capacités peuvent empêcher des massacres et veiller à ce que les accords de paix soient plus que de simples documents théoriques. Mais nous devons le faire ensemble. Ensemble, nous devons renforcer nos capacités collectives pour instaurer la sécurité là où il n'y a plus d'ordre public et pour soutenir ceux qui recherchent une paix juste et durable. Notre attachement à l'ordre international est mis à l'épreuve en Syrie, plus que partout ailleurs. Lorsqu'un dictateur massacre des dizaines de milliers de personnes, ce ne sont pas seulement les affaires intérieures d'un pays. Cela cause des souffrances humaines qui nous touchent tous, vu leur ampleur. De même, lorsqu'un groupe terroriste décapite des captifs, massacre des innocents et réduit des femmes à l'esclavage, ce n'est pas un problème d'une seule nation pour la sécurité, c'est un affront fait à toute l'humanité. Je l'ai déjà dit et je le répète, on ne peut pas cautionner l'EIIL qui recherche l'apocalypse et les États-Unis utilisent leurs militaires dans le cadre d'une vaste coalition pour s'en prendre à l'EIIL. Nous sommes déterminés à veiller à ce qu'il n'y aura jamais de sanctuaire pour les terroristes qui commettent de tels crimes. Et nous avons démontré pendant plus de 10 ans de traque d'Al-Qaïda, nous avons démontré que les extrémistes ne l'emporteront pas contre nous. La puissance militaire est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante pour régler la situation en Syrie. La stabilité durable ne peut s'instaurer que lorsque le peuple syrien forgera un accord permettant de vivre dans un pays stable et solidaire. Les États-Unis sont prêts à travailler avec toute nation, y compris la Russie et l'Iran, pour régler le conflit en Syrie. Mais nous devons être conscients qu'après tant d'effusions de sang, tant de massacres, on ne peut pas en revenir au statu quo d'avant le conflit. Souvenons-nous du début du conflit, de la guerre. Assad a réagi face à des manifestations pacifiques en augmentant la répression et les meurtres. Et cela, à son tour, a créé un environnement permettant le conflit actuel. Assad et ses alliés ne peuvent pas simplement pacifier la grande majorité d'une population qui a été brutalisée par des armes chimiques et par des bombardements sans discernement. Certes, le réalisme veut qu'il faut des solutions de compromis pour mettre fin au combat et pour vaincre l'EIIL et l'éliminer. Mais il faut également une transition bien gérée en s'écartant d'Assad et en faisant appel à de nouveaux dirigeants. Un gouvernement inclusif qui doit mettre fin au chaos pour que le peuple syrien puisse commencer la reconstruction. Nous savons que l'EIIL, qui est apparu après le chaos en Irak et en Syrie, dépend d'une guerre perpétuelle pour survivre. Mais nous savons également qu'une idéologie empoisonnée permet l'expansion de l'EIIL. Et une partie de notre travail, c'est de travailler pour rejeter un tel extrémisme qui infecte trop de nos jeunes. Une partie de cet effort doit être un rejet constant par les musulmans de ceux qui déforment l'islam pour prêcher l'intolérance, promouvoir la violence. Et cela doit également permettre aux non-musulmans de rejeter l'ignorance qui met sur un pied d'égalité l'islam et la terreur. Ce travail prendra du temps. Il n'y a pas de réponse facile en Syrie, pas de réponse simple aux changements qui se produisent dans une grande partie de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Mais tant de familles
ont besoin d'aide immédiatement. Elles n'ont pas de temps. C'est pour cela que les États-Unis augmentent le nombre de réfugiés que nous accueillons dans notre pays. C'est pour cela que nous continuerons